Scepticisme scientifique, la balado dans la science et dans la raison. Épisode 51 pour le samedi 22 mai 2010. Roswell, rencontre du premier mythe. Aujourd'hui, je vais vous proposer une interview de Gilles Fernandez qui vient de publier un ouvrage consacré au crash de Roswell. Aujourd'hui, je suis avec Gilles Fernandez, qui est l'auteur d'un tout nouveau livre qui s'intitule Roswell, rencontre du premier mythe, qui est comme le nom l'indique, un ouvrage consacré au crash de Roswell. Bienvenue. Bonjour Jean-Michel, merci. Avant qu'on attaque la discussion autour de l'affaire Roswell, tu pourrais un peu te présenter. Je sais que tu es psychologue, donc quelle a été un peu ta carrière de ce côté-là, avant que tu ne deviennes un auteur consacré à ce genre de sujet? Eh bien, je suis titulaire donc d'un doctorat en psychologie cognitive. J'ai beaucoup travaillé sur le surdon, les représentations mentales, jusqu'en 2006. Et puis effectivement, depuis 4 ans, je me consacre à d'autres activités en tant qu'indépendant, donc du consulting. Et puis je rédige des articles. Et je m'intéresse beaucoup au paranormal, mais de façon sceptique. Et donc, durant mes études, autour de 2004-2005, on m'a proposé un projet qui était de réaliser une batterie de test pour le GEPAN, enfin pour le CNES, et éventuellement de soumettre ce projet. Donc l'idée, c'était d'utiliser une batterie de test pour tester la crédibilité des témoins. Donc, en utilisant par exemple des échelles pour voir si les personnes sont enclines à la fantaisie ou non, quel est leur milieu ambiant, est-ce qu'ils sont intéressés par la science-fiction, puis d'autres tests de personnalité, etc., etc. Et puis ce projet a été abandonné parce que je me suis vite rendu compte qu'il y avait un espèce de glissement qui était fait, c'est-à-dire comme à partir du moment où on prouvait par ces instruments que la personne était crédible, ça voulait dire que l'observation était crédible aussi, au sens extraterrestre. Et ça m'a beaucoup embêté. Et donc, j'ai pas voulu m'engager sur ce projet plus avant. Et donc, tu en es venu à écrire un livre sur l'affaire Roswell. Évidemment, Roswell, c'est quasiment le cas le plus connu de la casuistique, mais qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé avec pourquoi Roswell? Pourquoi Roswell? C'est toujours un petit peu par rapport à ce que je disais avant, en discutant et en conversant. Il m'est arrivé à l'époque, en 2005, de faire une critique assez violente du livre de Jean-François Parmentier, donc qui est OVNI, 60 ans de désinformation. Et puis nous avions échangé en privé par email, et c'est vrai qu'il m'a montré que je ne connaissais pas suffisamment la causistique pour pouvoir juger. Donc j'ai commencé à lire, mais surtout du côté anglo-saxon. Et puis bien entendu, ce qui apparaît le plus souvent, c'est bien entendu l'affaire Roswell. Et donc de fil en aiguille, j'ai lu. Et puis j'ai commencé à écrire, et puis mon entourage m'a dit mais on n'a pas grand-chose en France, pourquoi n'écrirais-tu pas un ouvrage? Voilà. Et moi au départ mon idée c'était de faire un petit ouvrage à la maison, faire circuler avec aux amis, etc. Puis de fil en aiguille, on m'a un petit peu motivé à voir un petit peu plus grand, c'est-à-dire une publication avec un numéro ISBN, etc. pour les librairies. Avant qu'on rentre dans l'explication un peu sceptique du cas, tu peux raconter quelle est la version, disons, un peu standard? Oui, c'est sûr que quand on pose cette question, j'ai envie de répondre de quelle version vous voulez, parce qu'il y a tellement d'articles, d'ouvrages, etc. L'incident de Roswell, dans la mémoire collective en tout cas, c'est donc ce que tu as introduit précédemment, c'est cette idée que l'armée des États-Unis aurait récupéré un engin, ses occupants ou des débris, et qu'elle conserverait ce secret encore aujourd'hui, donc depuis 63 ans, donc dans des hangars ou je ne sais quoi. Et donc l'histoire en elle-même, c'est un événement qui s'est produit en juin-juillet 1947, quand un rancher, un éleveur du nom de William McBrazel, a signalé au shérif local, qui s'appelait George Wilcox, qu'il aurait récupéré l'une de ces fameuses soucoupes volantes, dont les médias à ce moment-là parlent avec une grande intensité depuis l'observation de Kenneth Arnold, donc le 24 juin 1947, sachant que l'affaire est publiée le 25 juin dans les journaux.
Il y a quelque chose comme, 2 mois entre l'observation de Kenneth Arnold et l'affaire? Ah non, il y a 10-12 jours. Ah, 10 jours, voilà. L'observation, c'est donc publié dans la presse, j'insiste, on va voir pourquoi. L'observation de Kenneth Arnold est publiée le 25 juin dans les éditions. Hein. Il donne d'abord une interview à un journaliste, Beckett, et puis ce journaliste décide de diffuser la chose sur le réseau local de l'association Presse. Hein. C'est un petit peu, comment dirais-je, l'AFP de là-bas. Et puis la personne qui se trouve à l'agence locale, qui est importante, décide de diffuser ça sur tout le réseau national. Et ça intéresse tout le monde, et puis tout d'un coup, les gens se mettent à voir ces fameuses soucoupes volantes. Et la chose qui est intéressante que les sceptiques connaissent, c'est que Kenneth Arnold n'a jamais vu, lui, en tout cas dans ce qu'il a décrit, des objets en forme de soucoupe. Il décrivait plutôt que ces objets se déplaçaient comme des soucoupes qui ricocheraient sur l'eau. Pourtant, les gens vont voir des objets en forme de soucoupe. Alors donc la question que je me suis posée, c'est comment les extraterrestres auraient-ils pu changer la configuration de leur engin pour plaire finalement aux journalistes, à une erreur journalistique. Et donc l'affaire Roswell, c'est le 5, 6, 7, 8 et 9 juillet, c'est-à-dire très peu de temps après. Donc ce qui est intéressant, je pense, en tout cas ce qui m'a intéressé, c'est essayer de comprendre cette vague avant tout, avant de m'intéresser à l'affaire Roswell. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'entendaient les gens à cette époque par soucoupe volante? Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que quand on lit les coupures de journaux ou quand on s'intéresse à des études qui ont été faites, on se rend compte que le terme soucoupe volante n'a pas du tout la même connotation que l'on a nous aujourd'hui. C'est-à-dire on associe ça toujours presque directement à engins extraterrestres venus d'autres planètes, engins venus du futur ou des choses comme ça, mais à l'époque, ça n'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que les hypothèses qui étaient émises, c'était par exemple des engins soviétiques secrets ou des projets secrets américains. C'est-à-dire que dans la tête des gens, si je peux dire, penser une soucoupe volante, c'est certainement d'abord penser à des choses prosaïques. D'accord? C'est-à-dire des armes secrètes américaines, des armes secrètes soviétiques, bref. De là, tout objet un petit peu insolite, qu'on trouve dans son jardin, comme du matériel ballon, des cibles radars, etc., c'est un bon candidat à ces soucoupes volantes, parce qu'elles n'ont rien d'extraterrestre dans la tête des gens. D'accord? Et il faut savoir aussi que, toujours dans cette toute petite période, à partir du 4 juillet 1947, on offre une prime, un petit peu partout dans tous les États, une prime pour qui rapporterait ces soucoupes volantes, qui rapporterait un débris de soucoupe volante, qui rapporterait une soucoupe volante. Et ce sont des primes de l'ordre de $1 000 jusqu'à $3 000, ce qui est une somme très, très importante à l'époque, on sort de la guerre, etc., etc. Et c'est à partir de ce moment-là que l'affaire va commencer. Alors donc, il y a beaucoup de polémiques là-dessus, mais je peux pas tout résumer comme ça oralement, mais apparemment, enfin c'est ce que je pense et je suis sûr, c'est bien documenté, quelque chose est tombé dans le champ de ce fermier mi-juin, c'est-à-dire apparemment le 14 juin 1947. Pourtant, le 14 juin 1947, ce qui est tombé dans son champ, ça ne l'intéresse pas, ce fermier. Il le laisse dans son champ. C'est pour dire que c'est finalement pas si spectaculaire que ça. Mais, alors pareil, il y a plusieurs versions, c'est difficile de remonter dans le temps, mais le 4 juillet, donc on est dans le week-end de l'indépendance, il y a donc ces primes qui sont offertes et qui rapporteraient les débris de ces fameuses soucoupes volantes, ou un débris, ou quelqu'un qui entrerait en possession avec. Et on se rend compte que le 5 juillet, il se rend c'est un fermier qui n'a pas le téléphone, qui n'a pas la radio, il n'a pas accès à la presse, etc. Et le 5 juillet, il va à la ville de Corona, qui est tout proche de là où il travaille. Il entend parler des soucoupes volantes. Et il semble même qu'il rencontre ses voisins, des ranchers, de la famille Proctor, qui lui expliquent bien que dans la presse, on parle de soucoupes volantes et surtout qu'on offre une prime de $3 000. Et là, ces débris, tout d'un coup, prennent une autre connotation, une autre valeur. C'est seulement à partir de ce moment-là que ça va l'intéresser. Et là, donc, il décide d'aller à la ville de Roswell. Donc, il contacte le shérif, George Wilcox. Et puis, à son tour, le shérif décide d'appeler l'armée. On notera que le shérif décide d'appeler l'armée, ce qui nous ramène toujours à cette idée que soucoupe volante, c'est quand même associé à du militaire américain, militaire russe, mais en tout cas, on appelle la base de Roswell, on n'appelle pas les journalistes, ou on ne va pas voir par soi-même, non, on appelle la base. Et là est diligenté le major Marcel avec une petite équipe. Alors on est quasiment sûr qu'il y avait
une deuxième personne qui s'appelle William Kavitz, et peut-être une troisième personne, le sergent Riquette. Et puis c'est pareil, Marcel, ces débris semblent l'intéresser, c'est-à-dire qu'ils sont insolites pour lui. Et donc, il retourne à la base avec des débris, il s'est arrêté chez lui, il les a montrés à son fils. Enfin, il y a toute une chronologie qui est très longue et très détaillée. Et stupéfaction, la base décide de publier un communiqué de presse. Comme quoi nous sommes entrés en possession d'un disque volant, d'une soucoupe volante. En aucun cas nous sommes entrés en possession d'un engin extraterrestre, mais d'une soucoupe volante contextualisée. Et donc, pour moi, et pour beaucoup de sceptiques, c'est comme ça qu'il faut interpréter cette affaire. C'est-à-dire que l'armée n'a jamais dit « nous sommes entrés en possession des restes d'un engin extraterrestre », mais nous sommes entrés en possession de l'une de ces soucoupes volantes. Donc c'est quelque chose, comme on en a discuté tout à l'heure, il faut voir que les soucoupes volantes, ça existe depuis 12 jours. Donc il y a beaucoup d'excitation et il y a certainement eu un petit peu, comme on dit en anglais, un rush. C'est-à-dire, c'est cette base où parce qu'il y a peu de protagonistes finalement dans cette histoire. Hein. Il y a Marcel, Haute, Blanchard, etc. Donc qui est le commandant de la base. Il décide de publier. Et les recherches outre-Atlantique montrent également quelque chose d'assez curieux, c'est que le commandant de la base, Blanchard, le 8 au soir, il part en vacances. Il part en vacances, oui, et ça c'est documenté, hein, parce que si vous lisez les ouvrages, par exemple, c'est donc Gilles Desbourdet qui est l'exégète de Roswell en France, le commandant de la base serait occupé à récupérer les débris il y a au moins 3 sites, si on lit la littérature on peut en trouver 11 ou 12, mais bon, les documents de l'époque prouvent que Blanchard part le soir même en vacances et pour également faire proclamer l'Air Force Day, donc c'est la fête anniversaire de l'Air Force. Donc, si on imagine 5 minutes qu'il y a eu un événement d'une telle magnitude, c'est-à-dire la récupération d'un engin extraterrestre, il faudrait qu'on m'explique pourquoi le commandant de la base ne décide pas plutôt d'annuler ses vacances ou d'envoyer quelqu'un pour faire signer cette fête de l'Air Force Day et organiser l'événement. Donc voilà en gros l'affaire Roswell, en tout cas en 1947. Donc après ça, il y a eu toute une période où même les ufologues ont oublié cette histoire, et puis bon, c'est Berlitz qui arrive et qui relance tout le bazar. Voilà, tout à fait. Pendant 30 ans, pendant 3 décades, il y a un silence post-événementiel qui permet aussi de nous interroger. Parce que si on lit les livres d'aujourd'hui, il y a des centaines de témoins qui sont le plus souvent de seconde main. Mais pendant ces 30 années, ces 3 décades, on ne trouve aucun journal personnel pour un événement d'une telle magnitude. On ne trouve aucune lettre des familles en discutant entre elles. Bon, c'est la période après-guerre, il y a plein d'institutions amateurs, privées, ufologiques qui sont créées, l'APRO, le NICAP, etc. Alors qu'on a plein de témoins qui viennent pour tout un tas d'autres cas, hein, la casuistique est très riche. Il n'y a aucun de ces témoins de Roswell d'aujourd'hui qui vient taper à la porte de ces associations ufologiques. Le cas n'est même pas dans les projets officiels comme Blue Book, SIGN, Grudge. Donc ça, ce sont les projets d'études officiels par l'armée et par les autorités pour étudier le phénomène OVNI. Le cas n'est même pas mentionné. Roswell est un non-événement pendant 3 décennies. Et effectivement, c'est en 1978 que l'ufologue Stanton Friedman entend parler à l'occasion d'une conférence qu'il y aurait quelqu'un qui aurait touché une soucoupe volante. Et donc, bien entendu, Friedman pense qu'il tient là une star pour ouvrir un débat. Et donc, il va interroger Marcel et il va falloir attendre 2 ans pour que le premier livre soit publié. Parce que quand on suit un petit peu l'affaire, on s'aperçoit que quand Friedman va voir Jesse Marcel ne se rappelle même plus de la date de cet événement. Il n'a rien conservé. C'est-à-dire que pour un événement d'une telle magnitude, c'est-à-dire qu'il aurait trouvé quelque chose d'extraterrestre ou je ne sais quoi, il n'a rien gardé, ce monsieur. Il n'a pas gardé de coupure de presse alors qu'il a figuré en première page dans les journaux de 1947. Il n'a rien gardé du tout. C'est quand même curieux, je pense, pour un événement d'une telle magnitude. Donc effectivement, l'affaire, après ce silence post-événementiel qui peut poser question, ressurgit à partir de 1978. Et la première partie de ce que j'appelle le mythe de Roswell, c'est d'abord toute une période où on ne parle que de débris extraordinaires. Et là, la chose qui
qui peut surprendre, c'est que quand on regarde ce qui est décrit, on nous parle quand même de balsa, mais ce n'est pas comme du balsa. On nous parle de feuilles métalliques et papier, mais ce ne sont pas tout à fait des feuilles métalliques et papier. Et quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'il y a un très bon candidat prosaïque à tout cela, sauf que des propriétés extraordinaires sont rajoutées. Mais bon, en tant que psychologue, etc., quand on étudie l'affaire, on voit que progressivement se construit un mythe, il y a des embellissements, des choses comme ça, sur quelque chose de très ordinaire au départ. Donc, pour faire un petit résumé, je pense que ce qui est important, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans le livre, ce qui est très important, c'est de recontextualiser le terme soucoupe volante en 1947 et ne pas être biaisé par ce que nous entendons aujourd'hui par soucoupe volante ou disque volant. Abordons l'explication prosaïque que proposent les sceptiques pour Roswell. Quel est l'objet qui s'est écrasé dans le range de Marcel? Pareil, comme beaucoup le savent, la thèse officielle, c'est la thèse des ballons moguls. Donc les ballons moguls, c'était un projet top secret de priorité 1A, c'est-à-dire au même niveau que la bombe atomique, qui a dû débuter en 1946 jusqu'en 1949. Et contrairement à ce qu'on dit, les personnes qui ont proposé cette explication prosaïque, ce n'est pas l'armée. Parce que souvent, on lit sur les forums ou dans les livres que cette explication prosaïque est une invention de l'armée. Pas du tout. Ce sont des ufologues, 2 ufologues, dont l'un qui est pourtant pro-extraterrestre, c'est-à-dire qu'il croit en l'existence d'engins qui nous visitent, un certain Karl Pflock, il participe à exhumer des documents sur ce projet parce qu'il tombe parallèlement avec Robert Todd, qui est lui par contre un ufologue qui n'est pas très convaincu par la réalité extraterrestre des objets. Donc c'est plutôt Robert Todd qui exhume tout d'abord un cas où un fermier, alors on a un mini Roswell, où un fermier de Danforth trouve du matériel. Et ce cas est répertorié dans Blue Book. Et on voit que dans Blue Book, on identifie cela comme provenant d'un projet qui s'appelle Mogul. Et c'est lui qui demande, Robert Todd avec Karl Pflock, qui demande des classifications de ces documents. Et là, on s'aperçoit que Mogul est peut-être le fameux candidat qui va expliquer Roswell. Alors, pourquoi est-ce un bon candidat ? C'est-à-dire, la première des choses, c'est que ce projet est concomitant dans le temps et dans l'espace de l'événement de Roswell. C'est-à-dire que ces ballons étaient lancés en juin 1947 depuis Alamogordo, qui est à centaines de miles de Roswell. Donc le projet Mogul, c'est en fait des ballons gigantesques qui volent à altitude constante, enfin qu'on envoie pour qu'ils restent à altitude constante. C'est des ballons qui, assemblés, c'est plus haut que la Tour Eiffel, etc. Et quand on exhume les journaux du physicien qui s'est occupé de ce projet, puis d'autres documents des organismes qui avaient en charge ce programme Mogul, c'est-à-dire la New York University, donc l'université de New York, et puis l'Air Material Command, et puis les laboratoires Watson, on s'aperçoit que justement en juin 1947, on a un excellent candidat qui est le vol numéro 4. Pourquoi excellent candidat ? Parce que d'après le rapport de l'US Air Force et puis d'autres examens indépendants, on s'aperçoit que ce vol avait une configuration assez particulière. Il emportait plusieurs cibles radars ou déflecteurs radars. Alors qu'est-ce que c'est que ces réflecteurs radars ? Ce sont des cibles avec du balsa, des feuilles aluminium, laminées papier et métal qui sont attachées sur le train de ballon. Alors de 3 à 5 pour que le ballon soit tracté par radar au sol. Et quand on lit les témoignages dénués de qualité exceptionnelle des matériaux, on nous parle de balsa, de feuilles laminées, bref, de cibles radar. Donc c'est pour ça que ce candidat Mogul est un excellent candidat. Mais alors là-dessus, bien entendu, les ufologues en faveur de l'explication extraterrestre ont fait tout un micmac pour, d'ailleurs j'en parle beaucoup dans l'ouvrage, pour affirmer et marteler que ce vol a été annulé et qu'ils en ont la preuve justement dans le journal du géophysicien qui s'est occupé du projet, ce qui est un mensonge assez fabuleux. C'est ce que je montre dans le livre, puisque il est clairement indiqué que ce vol a bien eu lieu. Oui, je voulais juste rajouter pour le ballon Mogul, oui, c'était réellement un projet top secret. Il y avait quand même quelque chose qui était dissimulé à l'époque, même si c'était pas des vaisseaux spatiaux extraterrestres. L'objet du projet Mogul, c'était, si je ne m'abuse, de
de détecter dans l'éventuelle utilisation de tests de bombes atomiques en Russie, c'est ça? Tout à fait, et même les essais de missiles balistiques. C'est-à-dire que l'idée, c'était de placer dans l'air un sonar qui est habituellement dans l'eau. On s'était aperçu qu'un sonar dans l'eau pouvait détecter des signaux acoustiques à des centaines de miles. Donc des explosions. Donc l'idée à cette époque, ça a été de dire est-ce que l'on peut faire dans le ciel ce qu'on est capable de réaliser sous l'eau, afin justement de savoir si les Russes ont la bombe atomique ou non, et si ils essaient des missiles balistiques type V2 comme le faisaient les Américains à l'époque. C'est ça le projet module. Alors c'est beaucoup plus compliqué que ça à propos du niveau top secret, sinon ce serait pas marrant. C'est que le but du projet est secret. Les données que l'on recueille sont secrètes, mais les matériels qu'ils utilisent ne sont pas du tout top secrets. D'ailleurs, l'étude n'est pas confiée à des militaires, mais donc à l'université de New York. Donc ça, c'est pareil, c'était un gros travail, un petit peu technique, de bien faire la part des choses, parce que les ufologues, comme Gildas Bourdet, vont nous expliquer que ça n'est pas du tout top secret, qu'on trouve sa mention dans des documents de niveau inférieur à ce que le projet serait lui-même. Mais c'est pas du tout ça. On a exhumé un mémorandum de 1946 sur le projet qui montre que ce qui est top secret, ce qui est classé priorité 1A, c'est le but du projet, donc ça ne doit pas être révélé, et les données. Mais le matériel, le nom, etc. n'ont rien de très top secret. C'est pour ça que quand les militaires mettent la main sur les débris, ils n'arrivent pas à identifier ce que c'est, puisque le projet lui-même est secret. Donc Oui. Mais c'est ça qui, je vous dis, c'est pour ça que l'affaire est compliquée, sinon ce serait pas marrant. Mais il faut bien se dire que les matériels utilisés, c'est du matériel ballon, c'est très très prosaïque. Mais quand on se remet dans le contexte de l'époque, on voit bien que c'est un objet quand même insolite, ce sont des objets insolites dans ce contexte de l'époque, et c'est un très bon candidat pour ces soucoupes volantes. Et le détail, c'est ce qui est un petit peu ce qui rend, à mon avis, la théorie extraterrestre, la échec et mat, c'est que parmi ces débris est mentionné quelque chose qu'on ne peut pas inventer. C'est un ruban scotch. Donc c'est un détail qui figure quand on arrive à se procurer, elle est dans le rapport de l'US Air Force qui fait qui fait presque 1000 pages. Quand on se procure le plan d'assemblage d'une cible radar, il y a une toute petite note de bas de page qui indique qu'il faut renforcer les baguettes en balsa avec du scotch comme on en trouve dans l'industrie du jouet. Et donc, quand on continue à s'intéresser à cette affaire et qu'on se demande mais qui a fabriqué ces cibles radars, eh bien, c'est une fabrique de jouets. Et donc, à cette époque, pour assembler ces cibles radars, il fallait absolument consolider l'ensemble avec du ruban adhésif. Et qu'est-ce qu'on trouve chez les témoins? La mention, il y avait une sorte de ruban avec des motifs rose et mauve, enfin rose-mauve en forme de fleurs. On trouve ça chez tout plein de témoins. Donc comment ces témoins ont-ils pu inventer un détail qui ne s'invente pas comme ça? C'est de l'écriture extraterrestre, voyons. Oui, à travers le temps, mais à l'époque, on ne trouve aucune mention extraterrestre dans les journaux sur cette affaire. Le terme n'existe pas. On parle de disques et de soucoupes volantes. Il n'y a aucune mention d'extraterrestre. Il y avait de l'écriture, il y avait un ruban avec de l'écriture, mais il n'y a pas marqué, on ne trouvera jamais écriture extraterrestre. Il y avait de l'écriture dessus. Le concept, la connotation extraterrestre à soucoupe volante en 1947, c'est pas, je ne dirais pas qu'elle n'existe pas, mais c'est absolument pas ce qui vient à l'esprit des gens. D'ailleurs, toujours, je pense pas que ce soit une anecdote, mais en août 1947, il a été réalisé un sondage où la question posée, donc c'est un sondage par l'Institut Gallup, donc c'est encore un document d'époque, d'août 1947, c'est-à-dire juste après la vague, qui se termine mi-juillet. Que pensez-vous que sont les soucoupes volantes? Eh bien, quand on regarde les réponses qui sont données, c'est-à-dire que mais également les réponses qu'a choisi le sondeur, il n'y a pas la mention extraterrestre dedans. Même le sondeur n'a pas pensé à mettre comme proposition des engins extraterrestres. C'est-à-dire que les contemporains de l'époque, quand ils agissent, pensent sur les soucoupes volantes, ils ne pensent pas sur des engins extraterrestres du tout. Ils pensent sur des choses insolites, peut-être des armes secrètes américaines, peut-être des armes secrètes soviétiques, mais le SEM, l'unité linguistique ou sémantique d'extraterrestre en 1947, elle est absente.
Et je pense que c'est avec cette grille de lecture qu'on peut comprendre Roswell, c'est-à-dire en remettant le terme soucoupe volante ou disque volant dans le contexte de l'époque. Et je pense que si on se dit comment ces gens-là ont-ils pu prendre, donc les protagonistes de Roswell, ont-ils pu prendre des débris de ballons pour des débris d'engins extraterrestres, c'est vraiment se poser la mauvaise question. C'est pas du tout la question. Et ça, j'appelle ça un biais, mais c'est de cette façon, c'est un des arguments que présente souvent Gilles Desbourdet, à savoir que c'était des militaires. Comment ont-ils pu prendre des baguettes de balsa et des choses très prosaïques pour quelque chose d'extraterrestre? Mais ils n'ont jamais, c'est lui qui confond. Ils n'ont jamais confondu ce qu'ils ont trouvé avec des débris extraterrestres. Non, avec une soucoupe volante recontextualisée. Il y a une célèbre photo qui a été prise où on voit les débris. Tout à fait. Tout à l'heure, j'ai expliqué que Jesse Marcel avait été à la une du journal local. Et justement, il y a une photo de lui posant avec les débris. En fait, on en a retrouvé d'autres après. Il y en a 6 qu'on a réussi à exhumer. Donc, ces photos des débris, ce sont les photos qui ont été faites à une conférence de presse quand l'armée a démenti qu'elle avait trouvé une soucoupe volante, en expliquant que c'était un projet, que c'était des débris de ballons météorologiques. Elle n'allait pas expliquer en 1947 qu'en réalité, ce qui avait été trouvé, c'était des composantes du projet Mogul. C'est inacceptable. Elle ne pouvait pas dire ça. Elle peut pas révéler son projet top secret. Donc effectivement, il y a ces fameuses photos. Et ce que j'appelle le boulet dans ce mythe, c'est que Jesse Marcel, de son vivant, alors donc il décède en 1986, on n'a pas encore toutes les photos. Il dit les photos sur lesquelles je pose sont celles avec les débris que j'ai ramenés du ranch. Par contre, les photos où il y a le général Ramet, donc je vous dis dans la série, il y a plusieurs personnes qui posent avec. Celle-ci, c'est avec des débris, des faux débris, quoi. On a fait un remplacement. Mais moi, les photos sur lesquelles je suis, ce sont des photos avec les débris que j'ai ramenés du Ranch Foster. Or, après sa mort, on a découvert toute la série de photos, ce sont les mêmes débris qui sont sur les photos avec ou sans Marcel, et ce sont des débris de cible radar. Alors bien entendu, là-dessus, les conspirationnistes expliquent qu'il y a eu manipulation, etc., etc. Et pareil pour les documents d'époque, il y a quelque chose dans l'affaire qui est très important, c'est qu'on n'a pas beaucoup de documents, mais au moins on en a un, c'est 2 interviews à 2 endroits indépendants concernant l'affaire. C'est-à-dire qu'on a 2 journaux d'époque. Les conspirationnistes disent que ces interviews ont été dictées par l'armée. Mais le problème, c'est que ces interviews proviennent de 2 sources indépendantes. Il y a une interview qui est réalisée à Fort Worth et une autre qui est réalisée à Roswell. Il y en a une qui tient sa source de Brazzel et l'autre qui tient sa source de Marcel. Or, quand on s'amuse à mettre en parallèle les 2 articles, on a une concordance parfaite dans la chronologie des événements, dans ce qui est mentionné, et on s'aperçoit que ce qui est décrit de ces composants, ce sont des composants de ballons plus cible radar. Et il y a encore une fois la mention de ce fameux Scott Schaeffler, qui trahit, qui est la marque, c'est l'ADN de la cible radar en question. Mais bon, ce qui est incroyable, et probablement un peu... il y a un effet, un peu une incrédulité de la part des ufologues, c'est évidemment tous les témoins qui sont apparus plusieurs décennies après. Comment est-ce que c'est... Évidemment, ces témoins-là ont rajouté qu'ils avaient vu des corps d'extraterrestres, etc., tous des détails qui ne sont pas expliqués par l'explication Mogul. Mais, qu'est-ce que tu penses de tous ces témoins? Tu peux nous en parler? Et bien sûr, oui, c'est très important parce que quand on y regarde de près, les témoins qui ont introduit cette idée de corps extraterrestre et voire même d'un engin, on parle plus de débris là, on parle d'un engin et de corps extraterrestre, eh bien il y en a 4. C'est Glenn Dennis, Ragsdale, Kaufman et Anderson. Or, alors que ce sont eux les géniteurs des corps extraterrestres et de la soucoupe volante cette fois-ci, c'est pas une soucoupe volante, plutôt d'un engin extraterrestre, ils ont tous été confondus. C'est-à-dire on a vu que c'était des menteurs. Et ça, c'est prouvé par A plus B. C'est ce que je montre dans le livre, qui est très méconnu, je pense, en France. C'est que ceux qui introduisent le corps et l'engin extraterrestre sont confondus. Et pourtant, par la suite, l'histoire qu'ils ont racontée, par exemple, un des protagonistes de cet engin extraterrestre indique que l'engin a été vu aussi par une équipe d'archéologues.
C'est lui qui a introduit cette histoire d'archéologue. Et bien, pourtant, dans les chronologies récentes, alors que les ufologues en faveur de l'explication extraterrestre nous disent oh, bah maintenant on ne tient plus compte d'Anderson, enfin bref, de tous ces gens qui ont été confondus. Alors, on a toujours dans le mythe la présence des archéologues, alors que ceci a été introduit par des gens qui ont été pris en flagrant délit de mensonge. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous, on a comme ancré cette histoire d'une présence de corps extraterrestres, etc., mais ça a été introduit par 4 personnes qui se sont révélées toutes comme on dit en anglais, des hoaxeurs, des canuleurs, quoi. Et pourtant, effectivement, il y a d'autres témoins qui vont se manifester après, souvent de seconde main, qui vont se mettre à dire oui, mon père, mais il est décédé, malheureusement, m'en avait parlé, etc. Donc la piste du faux souvenir, de la falsification rétrospective, on pourra peut-être en parler, elle est de mise ici. On arrive même, alors que de leur vivant, Marcel et Bratzel, donc le major Jesse Marcel et le fermier Bratzel n'ont jamais parlé de corps. Marcel, de son vivant, n'a jamais parlé de corps extraterrestre, lui. C'est un témoin de première main. Il n'a jamais parlé d'engin, il n'a jamais parlé de corps extraterrestre. On arrive, une fois qu'ils sont morts, à trouver des témoins de seconde main qui vont dire que Marcel leur avait parlé des corps. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, alors que Marcel, son fils est encore vivant, son fils a toujours affirmé que son père ne lui avait jamais parlé de corps extraterrestre. Donc il y a tout un pan de 1978 à aujourd'hui où on voit la construction progressive d'un mythe, où on ajoute des détails, notamment cette phase des corps extraterrestres et de l'engin extraterrestre, mais quand on y regarde de près, ce qui est introduit, ça a été fait par des menteurs. Pourtant, ça subsiste dans le mythe, et c'est ça que je trouve incroyable, et j'essaie d'expliquer dans le livre comment marche une falsification rétrospective, et puis surtout le faux souvenir. Ça, c'est le faux souvenir qui est complètement absent de la littérature ufologique pro-extraterrestre dans cette affaire. Oui, évidemment, maintenant, Roswell est devenu une icône qu'on trouve dans la culture, parce que bon, tu parles de mythe au niveau de la manière dont le narratif s'est construit, disons, mais maintenant, c'est même dans les films, dans la science-fiction, etc. Maintenant que tu t'es vraiment plongé sur le cas, quand tu regardes, je sais pas si t'es un fan de science-fiction, si tu regardes comment tu perçois tout l'aspect un peu culturel de l'affaire Roswell qui apparaît dans tellement de films ou de séries TV ou de romans de science-fiction? Bah, moi, à mon niveau personnel, déjà, je dis, c'est dommage que ce ne soit pas vrai. Ça, c'est sûr, on aurait tous envie d'y croire, mais bon, voilà, faut se rendre à l'évidence. Alors, comment je regarde? Bah, j'essaie de faire la part des choses, c'est-à-dire que je regarde un film de science-fiction et puis voilà. Je vais pas couper la télé, mais je regarde ça, oui, je suis toujours en train de penser, j'en discute avec mon entourage, pour voir justement qu'est-ce que ces personnes ont d'associé aujourd'hui, alors que quand on connaît, sans prétention, hein, même modestie mise à part, la réalité, c'est assez fascinant de voir justement comment dans notre mémoire collective rentrent des choses qui finalement sont falsifiées, sont fausses, etc. Puis bon, il y a toute une industrie derrière Roswell aussi, dont je discute dans le livre. Hein. On a des témoins de la dernière minute ou des dernières années qui participent à la thèse extraterrestre. Puis en analysant un petit peu, et ça n'est absolument pas mentionné en France, on s'aperçoit que cette personne, c'est le directeur du musée de Roswell. Donc ça amène à se poser des questions quand même. Oui, je ne l'ai jamais trouvé dans un livre de Gilles Desbourdet, mais bon, dans ce que j'explique dans le livre, si vous voulez, Gilles Desbourdet reprend le livre de Tom Carey et Schmitt. Bon, le cœur de ce livre, c'est un affidavit, c'est-à-dire un affidavit, c'est un papier que l'on écrit devant notaire pour jurer que ce qui est contenu dedans est vrai, qu'on n'a pas touché d'argent, etc., etc. Et donc, le cœur du nouveau livre, c'est cet affidavit de Haute. Donc, Haute, c'était l'attaché de presse de la base de Roswell, qui déclare avoir vu dans le hangar les corps, etc., etc., etc. Mais on s'aperçoit que lui, pendant pas mal d'années, donc de 1979 à 1992, il dit que tout ça c'est des foutaises, qu'il n'y a jamais eu d'engin, il n'y a jamais eu tout ça. Mais en 1992, au moment où on lui propose de devenir le président du deuxième musée de Roswell, il change sa version.
bon, sans tomber dans l'attaque ad hominem, etc., ça invite quand même à se poser certaines questions. Il y a plein de petites choses comme ça, on découvre, bon, j'ai pas voulu trop insister là-dessus, j'ai pas voulu me placer dans l'ad hominem, mais quand on s'aperçoit de certains enquêteurs qui font encore la une aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont menti, qu'ils ont utilisé l'argument d'autorité, c'est-à-dire en se présentant avec des diplômes de criminologie, etc., alors qu'ils n'avaient pas du tout ces diplômes-là. Donc bah voilà, moi encore une fois, je cherche à convaincre personne, j'ai présenté mon enquête, mon immersion là-dedans, et puis bah, c'est au lecteur d'en juger. Mais je pense qu'il n'y a pas photo tout de même entre la thèse extraterrestre et la thèse prosaïque, quoi. Puis encore une fois, avec cet ADN qui est le ruban, faut voir toutes les explications ad hoc, c'est-à-dire pour rester conforme à l'explication extraterrestre, qu'on va chercher, c'est de moins en moins économique, c'est des SI qui s'ajoutent à des SI, mais bon, on n'a toujours rien. C'est ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, c'est qu'il y a beaucoup l'argumentaire, la façon dont l'argumentaire, quand la thèse prosaïque est proposée, l'argumentaire de la thèse extraterrestre consiste à toujours à rajouter du plus compliqué. C'est-à-dire que ce que j'essaie de montrer au lecteur, c'est arrêtons de faire des spéculations. À un moment donné, il faut s'arrêter. C'est-à-dire qu'à chaque fois, bon, ce processus est bien connu, à chaque fois qu'on présente une évidence, je parle pas de preuve, mais je parle d'une évidence, c'est-à-dire à la marque ADN, donc ce fameux ruban, etc. On voit à l'œuvre oui, mais en fait, Bratzel avait déjà trouvé des ballons dans son champ, ce qui est vrai. Donc c'est peut-être, il confond peut-être avec ceux-là où on l'a forcé à parler des ballons qu'il avait trouvés avant, des choses comme ça. Donc de tout plein de thèses conspirationnistes, mais ça aussi, ça ne colle pas, puisque les procteurs, les procteurs, ce sont ses voisins, se rappellent que quand il vient leur expliquer qu'il a trouvé quelque chose et que ceux-ci lui apprennent l'existence de la prime de $3000 et des soucoupes volantes, il se rappelle qu'il mentionne dans les débris ce fameux ruban. Donc la thèse du cover-up qu'on leur a dictée, etc., ne tient pas la route. Et puis cette thèse du cover-up, étouffement, qui dit que Bratzel aurait été forcé dans son interview à dire ce qu'il a dit. Ce qui est assez marrant, c'est que pour qu'elle marche, cette thèse, faudrait qu'on explique au lecteur pourquoi, à la fin de son interview, il dit « Ce que j'ai trouvé n'était pas un ballon météorologique », alors que ça va être la thèse de l'armée après. Donc ça veut dire qu'on leur a dicté à dire tout le contraire de l'étouffement qu'on est en train d'asseoir. Donc ça ne tient pas non plus. Enfin, il y a plein de petites anecdotes comme ça, et je pense que ça invite le lecteur, même peut-être pas forcément intéressé par l'ufologie, de voir les dessous de l'affaire et puis de se faire une raison. Ben ouais, c'est vrai que c'est un bon exemple de comment les théories de la conspiration fonctionnent, à partir de toutes sortes de détails, une sorte de... Tout à fait. J'en parle très souvent dans le livre, dans la façon dont les choses évoluent, c'est-à-dire que cette affaire, c'est un petit peu quelque part un dialogue entre des sceptiques et puis des personnes qui proposent l'explication extraterrestre, mais il faut voir comment cet argumentaire évolue. C'est-à-dire que on parlait du conspirationnisme, ça consiste finalement à chaque fois à réfuter l'argument qui est présenté, mais en présentant un argument ad hoc, c'est-à-dire pour avoir à tout prix l'explication sur laquelle on tient. Donc, quand il y a eu cette explication Mogul et le ruban à fleurs, c'est une invention de l'armée aussi. C'est-à-dire que les témoins de première main qui participaient à la construction de ces cibles radars ou qui aidaient à les assembler, qui se rappellent très bien de ce ruban, ça fait partie de la conspiration aussi, du tri sélectif de témoins, quoi. Juste pour préciser pour les auditeurs, il y a quand même eu des publications de l'armée, c'était Roswell Case Closed, où ils avançaient l'explication. Donc en gros, l'approche conspirationniste, c'est de dire puisque les militaires supportent cette explication, tiennent à cette explication, forcément ça ne peut pas être la bonne, quoi. Voilà, mais là où j'essaie d'alerter le lecteur également, c'est que contrairement à ce qui est écrit, ça n'est pas l'armée qui sort cette explication d'un chapeau. Ce sont des enquêteurs privés. Mais un sénateur décide de s'intéresser à l'affaire et saisit le GAO, c'est un groupe d'audit de l'armée, et le GAO fait une injonction à l'US Air Force pour étudier le cas, mais l'US Air Force n'a rien demandé. Donc l'US Air Force s'exécute, elle produit donc son propre rapport, et puis qu'est-ce qui en ressort? C'est Mogul. Mais Mogul, ça n'a pas été une invention de l'armée pour couvrir l'affaire. Au départ, cette thèse prosaïque, elle vient d'ufologues.
dont un, Karl Floch, qu'on ne peut pas accuser de conspirationniste, puisque lui croit en la réalité d'engins qui visitent notre Terre. Mais dans les livres, ou dans les forums, ou dans les résumés de l'affaire qui sont faites ou présentées, on fait comme si c'était l'armée qui avait inventé cette explication mogul. Mais elle a rien inventé du tout. Et puis c'est pas elle qui a dit tiens on va parler de l'affaire Roswell. Non, pas du tout. C'est elle qui a été forcée, donc le Air Force, d'enquêter là-dessus. Et cette enquête, j'en parle un petit peu dans l'ouvrage, a révélé pareil des dissimulations de la part des enquêteurs en faveur de la thèse extraterrestre, des témoins qui étaient beaucoup trop prosaïques, mais pourtant qui ont été approchés par ces enquêteurs. Mais dans leur livre, ils n'en ont pas parlé. Et c'est ça que le terme est un petit peu fort, mais que je dénonce dans l'ouvrage, c'est qu'il y a tout un tas de témoins de première main, c'est pas des témoins de seconde main, c'est pas le fils d'eux ou quelqu'un qui m'a dit que, non, ce sont des gens qui étaient là dans l'espace et dans le temps de l'événement. Ils ont été approchés par les enquêteurs, mais ils sont absents des livres en faveur de la thèse extraterrestre, ce qui est pour moi, pareil, un signe qui ne trompe pas, je pense. Je sais que tu viens de terminer de l'ouvrage et que tu es en train de faire sa promotion, mais bon... ma promotion, c'est non, pas mais ma promotion. Ma question, c'est quels sont un peu tes projets futurs et maintenant que tu as travaillé pendant énormément sur ce sujet-là, est-ce qu'il y a déjà d'autres sujets qui t'intéressent ou... Oui, il y a d'autres sujets qui m'intéressent. Bon, il y a le fait que j'ai la chance et l'honneur, entre guillemets, de pouvoir discuter avec Kevin Randle, donc qui est un écrivain à succès sur l'affaire Roswell, mais lui de la première période. Donc il est un petit peu sceptique dans l'âme, mais bon, c'est pas facile. J'ai la chance de discuter avec lui. Bon, il y a d'autres choses sur Roswell qui ne sont pas dans le livre, donc pourquoi pas faire quelque chose là-dessus sous forme d'un document PDF ou je ne sais pas. Sinon, il y a la vague d'Airship de 1897 qui m'intéresse beaucoup. Et sinon, le projet qui me tiendrait le plus à cœur en ce moment, c'est de réaliser un petit ouvrage à l'usage des ados ou des pré-ados, justement sur les grands mystères, soi-disant, donc les crop circles, bref, le triangle des Bermudes, des choses comme ça, pour présenter de façon très pédagogique l'autre approche que l'on peut avoir, c'est-à-dire l'approche sceptique, l'approche prosaïque, c'est-à-dire commençons par envisager des explications ordinaires avant d'envisager des explications extraordinaires. Ça, ce serait un projet que j'aimerais bien réaliser, qu'un livre ou un ouvrage, une revue ou je ne sais quoi à l'adresse des ados et pré-ados. C'est une super idée, il faut faire ça. Je ne sais pas. on va me l'apprendre, il faut couper ça. Et rappelle-nous un peu comment on peut faire pour se procurer ton livre alors. Le livre est maintenant sur Amazon.fr, il est sur chapitre.com, à moins que ce soit l'un qui soit FR ou l'autre com, je ne sais plus, il faut souvenir aussi chez moi. Et sinon, l'éditeur, c'est Books on Demand, donc on peut se procurer chez eux simplement en tapant BOD, on a l'éditeur, voilà. Mais bon, tu parlais de promotion, etc. Bon, déjà, je remercie beaucoup de monde, je l'ai fait dans l'ouvrage, mais moi, vraiment, pour moi, c'est un ouvrage à la maison, comme je dis, je ne cherche pas plus que ça, et pour avoir eu pas mal d'échos sur la littérature sceptique, je sais que on ne fait pas beaucoup de ventes là-dessus, ça n'intéresse pas trop les gens, je pense. Ouais, mais on va changer ça. Hein. Je sais pas. Ça va être difficile. Mais bon, quand j'ai appris des chiffres de vente sur encore une fois, c'est pas pour parler finance ou quoi que ce soit, mais quand on voit les tirages des ouvrages par exemple de Gilles Bourdet ou la traduction d'ouvrages sur les soucoupes volantes, et puis le peu d'essais sceptiques, hein, on a donc la rumeur de Roswell de Lagrange, on a la traduction de l'ouvrage de Pflock, c'est presque, on a presque envie d'abandonner, quoi. Je comprends pas bien. Je comprends très bien. Oui, je sais. Donc, j'ai fait une interview de Marc Allais récemment, et lui, il a passé sa carrière à publier des plaquettes à compte d'auteur avec des tirages dérisoires. Non, c'est... Oui. Et justement, moi, cette chance que j'ai d'être de cette époque, c'est que cet éditeur Book on Demand, ça n'est pas à compte d'auteur. C'est-à-dire que vous leur envoyez pour un coût très très modique, hein, qui est vraiment très modique, vous envoyez votre sujet et comme le dit le nom, Book on Demand, le livre est imprimé à la demande. Donc il y a rien à avancer et c'est vrai que des personnes comme Marc Allais, dont j'ai lu justement ces fameuses plaquettes, etc., peut-être qu'ils pourraient essayer. Et puis plein d'autres, je pense à tous ceux que je côtoie sur le forum Sceptic OVNI, il y a beaucoup de choses à faire, faut
je pense qu'il faut pas hésiter. Moi, je l'ai déjà, je me suis exprimé souvent là-dessus en privé. C'est vraiment une chance, je pense pour les enfants, etc., d'avoir cette approche-là, d'envisager les choses ordinaires avant d'envisager les choses extraordinaires, parce que je pense que c'est très important quoi, pour l'enfant et puis pour l'adulte aussi. Hein. Encore merci d'être venu nous parler de l'affaire Roswell. C'est moi qui te remercie. Au revoir. Au revoir, Jonathan. Hello, Richard Saunders from Sydney, Australia. Hoping you'll join us for The Skeptic Zone, the podcast for science and reason, with guests like Brian Dunning, Derek and Swoopy, Dr. Pamela Gay, Mark Mayer, James Randi, Ben Radford, Dr. Steve Novella, Dr. Carl Kruszelnicki, Dr. Eugenie Scott, Dr. Paul Willis, Dr. Phil Plait, and many more. You're guaranteed a good listen. The Skeptic Zone at www.skepticzone.tv. Nous sommes arrivés à la fin de cet épisode. Si vous êtes sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Je suis sous mon vrai nom, donc JM Abrassard en un mot, et je tweete régulièrement à propos du scepticisme scientifique. D'ici là, à la semaine prochaine, sceptiquement vôtre.